Depuis bientôt 6 ans, TV Liberté est à vos côtés chaque soir de la semaine avec son JT quotidien. Quand France Télévisions dilapide votre redevance, nous nous efforçons de vous présenter une information honnête et objective avec une équipe resserrée et un budget 1500 fois plus petit. En moins de 18 mois d'existence, le média proche de Jean-Luc Mélenchon a déjà changé 3 fois de dirigeant. Pendant ce temps, TV Liberté poursuit son chemin avec les mêmes figures, celles qui l'ont façonné depuis la première heure. TV Liberté, c'est une équipe solide qui tient dans la durée grâce à sa volonté de vous réinformer, mais aussi et surtout grâce à vous. Sans publicité, sans mécènes mondialistes, notre travail repose sur votre soutien. Avec des dizaines de milliers d'émissions, des millions de téléspectateurs, des milliers d'invités, souvent privés de parole dans les médias subventionnés et des abonnés toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, nous avons créé une véritable communauté qui refuse le politiquement correct. Et si nous relevons le défi, c'est parce que l'on compte sur vous. Et pour continuer, nous avons besoin de vous. Car ensemble, et seulement ensemble, nous sommes solides. Alors soutenez-nous, aidez TV Liberté. Pour ce Zoom, je suis heureux d'accueillir un journaliste et écrivain, Martin Pelletier. Bonjour Martin Bonjour. Pelletier, pour cet ouvrage tout à fait remarquable et qui va être remarqué, La Révolution Arc-en-Ciel en marche aux éditions DIE. D-I-E. La Révolution Arc-en-Ciel, de quoi parle-t-on ? Ah, de quoi parle-t-on ? Eh bien, l'arc-en-ciel est un drapeau, 7 couleurs. Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont connues depuis la Bible, mais actuellement, il y a au moins 3 petites révolutions qui se réclament de ce drapeau. La révolution LGBTQ, pour l'instant, et la révolution, c'était aussi le drapeau de l'antiracisme, le drapeau de Madame Mandela et de Monsieur Mandela, l'Afrique du Sud arc-en-ciel. Et puis, vous avez remarqué peut-être que Greta Thunberg a agité un drapeau arc-en-ciel qui est à la fois celui de la paix et celui de Gaïa, de la terre-mère. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui 3 forces qui sont en synergie: l'antiracisme, LGBTQ et l'écologisme, si vous voulez, pour faire grand. Et ces 3 forces en résonance nous préparent une très grande révolution qui est totale, qui est sociétale, qui est politique et qui est aussi, on en parlera peut-être, spirituelle. On va en parler, mais avant tout, préférez-vous vous présenter non pas en termes d'écrivain ou figure incontournable de la mouvance radicale, de la droite nationale, nationaliste, je ne sais pas quel est le terme exact, vous dites Martin Pelletier prêche dans le désert depuis 40 ans. Est-ce que vous pensez que votre dernier ouvrage va mettre fin à cette situation de 4 décennies ? Vous savez qu'il y a des gens très bien qui ont prêché dans le désert, je pense à Saint Jean-Baptiste. Et justement, quand on dit des choses qui sont en décalage avec ce qu'on appelle maintenant le mainstream, c'est-à-dire le troupeau, eh bien, il y a 3 solutions. Ou bien vous êtes pris pour un exalté, comme Saint Jean-Baptiste. Il était assez rugueux, tempérament, avec son froc de poil de chameau. Ou bien vous êtes pris pour un nazi, ça c'était le rôle de Jean-Marie Le Pen, ça a été ça. Ou bien vous êtes pris pour un rigolo. Parce que quand vous êtes vous essayez de faire drôle et d'écrire gentiment, dit oui, il écrit bien et c'est un rigolo. Ben moi j'ai tenu le rôle du rigolo. Ce qui fait que dans aucun des 3 cas, la parole n'arrive à vraiment passer. Elle passe un peu, mais elle passe pas vraiment. Et quelquefois, vous avez 30, 35, 40 ans après, des gens qui viennent dire moins bien et 40 ans plus tard les choses qu'on avait dites avant, et qui, eux, ont la chance de ramasser la mise. Mais c'est bien aussi, il faut des Carbillé d'Offenbach. Alors moi, je suis très content qu'il y ait Zemmour, je suis très content qu'il y ait Philippe de Villiers, parce que Philippe de Villiers dit « le moment est venu de dire ce que j'ai vu », c'est très bien, sauf que, à mon avis, moi je crois beaucoup plus Saint-Paul, quand on voit une vérité, il faut la dire tout de suite, tout ce qu'on voit à temps et à contre-temps. Alors de 40 années, parce que ça fait 40 ans que vous menez des reportages, des enquêtes, des livres, des articles, vous avez travaillé au Quotidien, à National Hebdo, au Figaro Magazine, à Valeurs Actuelles, à Rivarol, vous retenez qu'il n'y a pas de crise,
que l'homme ne provoque aucune catastrophe climatique, qu'il n'existe pas de migration mondiale, vous continuez à conserver ce rôle de rigolo, ou tout au moins de provocateur, parce que dans la réalité, le constat que vous faites, et là j'en arrive directement à l'ouvrage, il est beaucoup plus sombre. Le monde a changé de face, il change de sens, dites-vous. C'est exactement ça. Le monde change de sens parce que justement, on va en parler, il y a une révolution globale, mais on nous amuse avec des explications partielles ou des gros leurres. Par exemple, tout le monde sait, pour reprendre l'écologie, tout le monde sait que depuis 1850, grosso modo, la sortie du petit âge glaciaire, il y a un réchauffement qui a eu lieu. Ça, c'est pas niable. Mais on ne sait pas s'il va continuer et on continue, alors qu'on fait des projections totalement ahurissantes actuellement. Beaucoup de ces projections ont déjà été infirmées. Normalement, Calcutta aurait dû avoir 63 millions d'habitants en 2000 et normalement, depuis 2014, nous ne devrions plus manger sur Terre, si on croyait toutes leurs prophéties. Donc, à partir de réalité, il y a une pollution, il y a un réchauffement, on fait une espèce de dogme dont on tire argument pour nous forcer à vivre d'une certaine manière. Il y a le réchauffement, et là où on commence à mentir, on rentre dans le mensonge, le réchauffement est d'origine humaine, nous dit-on, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Le réchauffement est d'origine solaire, entre autres, et il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et puisqu'on fait ce mensonge, l'homme est à l'origine du réchauffement, il doit être aussi à l'origine du rafraîchissement, si je puis dire. Donc, il faut qu'il vive d'une autre façon, qu'il consomme d'une autre façon, qu'il produise d'une autre façon, qu'il pense même d'une autre façon. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un des trois pieds du totalitarisme, c'est l'écologisme, qui veut nous forcer à vivre autrement, suivant le dogme de la Révolution. Alors quand on suit l'actualité, on parle par exemple de la révolte des Gilets jaunes, on évoque la révolution populaire ou des peuples, on le voit dans d'autres pays que la France. Et en fait, des Gilets jaunes, vous voyez vous seulement un cri, et vous dites la véritable révolution, c'est celle des cols blancs qui utilisent des méthodes douces. Ce sont vos termes. Oui. Alors, je sont mes termes et je les répète et surtout je les explique. Les Gilets jaunes, pour moi, c'est une très bonne chose au départ. C'est ce que j'appelle le cri du peuple. Les gens, justement, en ont marre de cette révolution globale qui se déroule depuis des années. Les gens en ont assez. Et ils ont très sainement dit qu'il y avait trop d'impôts, c'est vrai. Ils ont très sainement, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient arraisonné des migrants dans un camion. Vraiment que ce système, ce qu'on appelle le système et qui est une révolution, ne marche pas. Ça, c'est bien chez les Gilets jaunes. Et puis, malgré tout, comme toujours, dans une émotion populaire, vous avez des gens qui parlent au nom des Gilets jaunes. Et c'est les Gilets jaunes de maintenant. Macron a parfaitement travaillé, il a suscité des casseurs, il les a laissés passer. Donc, on a tout mélangé, et ce qui reste des Gilets jaunes maintenant, c'est une sorte de mélenchonisme, c'est-à-dire l'inverse des Gilets jaunes de départ. La révolution, ceux qui font la révolution, ce sont vraiment des cénacles mondialistes et qui connaissent, comment dirais-je, les processus lents, qui connaissent l'ingénierie sociale et qui s'en servent. Et la révolution, c'est une révolution qui est très très lente. Si vous voulez, on peut donner un exemple. Sur la question, par exemple, des mœurs, vous avez à l'ONU ce qu'on appelle des conférences de consensus. Il y a eu celle du Caire, il y a eu celle de Pékin, où on dit, voilà, les femmes, ça doit évoluer comme ça, l'homosexualité, la transsexualité, ça doit évoluer comme ça. Et 25 ans plus tard, vous avez des textes et des mouvements qui arrivent au Conseil de l'Europe, ensuite, et avec des associations spécialisées qui font de la gîte propre, et ensuite, ça descend au niveau des gouvernements. Ce qui fait qu'en 2013, vous avez eu, en Angleterre, vous aviez un gouvernement conservateur, en France, vous aviez notre cher président Hollande, le président normal, qui ont fait passer en même temps la même réforme, qui venait de beaucoup plus en amont. Le processus était parti 30 ans avant.
C'est comme ça que procède la révolution arc-en-ciel. Alors, vous désignez donc cette révolution arc-en-ciel et vous indiquez qu'elle a plusieurs aspects. Premièrement, vous dites qu'elle est socialiste et policière. Oui, elle est... Alors, policière... Vous voyez les deux, d'ailleurs. Oui, bien sûr. On constate que les régimes socialistes sont souvent policiers. Je ne vais pas vous donner des exemples au XXe siècle, mais le socialisme national allemand était assez policier, le socialisme soviétique était assez policier. Donc ça marche ensemble très souvent, et dans notre société, le côté policier, bien sûr, apparaît d'une façon un peu spectaculaire au moment du Gilet jaune. On tape sur des pauvres types qui n'y peuvent rien en se servant de la provocation des casseurs. Bon, ça c'est le côté policier à l'ancienne, policier dur, si vous voulez. Mais la police, aujourd'hui, c'est pas ça. La police, c'est les millions de caméras de surveillance. La police, c'est surtout les réseaux sociaux. Vous prenez Facebook. Vous avez des gens, il y a un endroit où il est signaler un contenu inapproprié. Signaler un contenu, c'est mignon comme tout, signaler un contenu. En fait, c'est dénoncer votre voisin. Dites tout ce qu'il a fait de mal. Dites qu'il est raciste, qu'il est homophobe, qu'il est sexiste. On se réfère d'une façon un peu désuète à Big Brother, à 1984 d'Orwell. Tout ça, c'est dépassé. Actuellement, vous avez ce que j'appelle le totalitarisme participatif, c'est-à-dire que tout le monde participe à la police de tout le monde. Ah, ça, c'est pas bien, ça choque, c'est pas convenable. Et tout le monde signale tout. Il y a des dizaines de milliers de Little Brothers et de Little Sisters qui font le boulot. Il n'y a plus besoin de Big Brother. D'où l'idée que la révolution arc-en-ciel que vous évoquez, elle est à la fois totalitaire, puis bien sûr, elle est mondiale. Elle est mondiale, et vous parlez du socialisme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand par exemple, on décide, sous prétexte d'aide au tiers-monde, ou sous prétexte d'écologisme, notamment la COP21, COP22, COP23, on décide finalement de faire une péréquation des richesses tout autour du monde, ce qui fait que le Nord raque, on paye, et le Sud reçoit, aussi bien en termes d'argent que de transfert de technologie. D'accord. Bon, c'est donc un socialisme mondial que nous mettons en place. Alors les gens disent, mais oui, mais les grandes entreprises s'en mettent plein les poches. Bien sûr que les grandes entreprises peuvent se mettre plein les poches, mais les grandes entreprises, là-dedans, elles sont, les multinationales, elles sont là, l'ouverture du marché leur convient effectivement très bien, mais elles ne sont pas maîtresses du jeu. Ce sont les adjuvants du système. On l'a vu très bien je vais encore donner peut-être un exemple un peu long, une histoire qui tourne autour de l'écologisme. En 1987, ce qu'on appelle le protocole de Montréal. Il y avait des gaz CFC qu'on a accusés de faire des trous dans la couche d'ozone. En fait, pas du tout. Les trous dans la couche d'ozone, ils sont cycliques, et ils ont été vus en 1926, alors que l'exploitation des CFC date d'après les années 50. Donc c'était du pipeau intégral. Mais ça a permis de faire une interdiction mondiale de ces CFC, au bénéfice de l'ONU qui était derrière, au bénéfice de l'écologisme, et au bénéfice aussi des grands de la chimie. Pourquoi ? Parce que les très grands de la chimie, comme Atochem ou comme Dupont de Nemours, des choses comme ça, parce que les brevets étaient arrivés à expiration, et à ce moment-là, les grands de la chimie ont profité de l'interdiction pour lancer de nouveaux produits. Leurs concurrents plus petits n'étant pas capables de le faire parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire de la recherche, tout simplement. Donc vous voyez comme le système, l'ONU et le système de redistribution socialiste cèdent des grandes entreprises qui trouvent leur compte. Voilà. Pour faire une image, je dis que le marché n'est pas maître de l'affaire, il est contre-maître. Alors, toujours dans cette révolution, on l'a compris, elle est totalitaire et mondiale, socialiste et policière, et elle vise à créer, dites-vous, un homme nouveau dans un monde où sévit une inversion morale.
Et là, vous avez toujours cette notion de morale. Vous parlez d'un tsunami de libération sexuelle. Il y a un côté à la fois spirituel, aussi de dénonciation de cette inversion morale. Alors, c'est vrai que on se demande... Un peu réac, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, je suis réactionnaire profondément quand il s'agit de savoir ce qu'on veut faire d'une révolution. Vous pouvez me poser la question, pourquoi la révolution? Eh bien, pour créer un homme nouveau qui n'a rien à voir ni avec, je dirais, l'homme créé par les siècles, ni, encore moins, avec le chrétien. Qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau? Et si on regarde les différents niveaux d'un homme, tout est inversé. Zemmour le remarquait très bien l'autre jour pour ceux qui, naguère, empêchaient d'envahir leur pays, étaient tenus pour des héros. Aujourd'hui, ils sont tenus pour des gens nauséabonds et dangereux. Et tout est à l'avenant. Alors évidemment, il y a la question sexuelle. Ce n'est pas que, d'ailleurs c'est très sensible dans le bouquin pour ceux qui le liront, ce n'est pas du tout qu'on veuille censurer l'homosexualité. L'homosexualité a toujours existé. C'est qu'aujourd'hui, un certain type de comportement, c'est-à-dire un comportement complètement sans entrave dans tous les sens, est tenu pour la norme. Or, ça n'a jamais été la norme sociale. Et les gens qui disent le contraire, en se fondant sur l'histoire de Rome ou de la Grèce, montrent simplement qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Rome et de la Grèce. Donc, vous voyez, je vous donne deux exemples, mais si on faisait le tour de la question, on verrait qu'à chaque fois, on inverse. Le haut est mis en bas et le bas mis en haut. Alors, la révolution arc-en-ciel est aussi une révolution qui est autorisée parce que ce soit les véganes, les antifas, les sauveteurs du climat, ils mènent un bon combat, celui de la révolution arc-en-ciel, et c'est pour ça qu'ils sont soutenus et qu'ils sont aidés par le système, par ces élites, par la classe médiatique. Vous êtes bien isolés. Nous sommes isolés, nous sommes très isolés. Il est évident que qu'est-ce que c'est qu'une révolution efficace? C'est une révolution qui permet la synergie des forces qui la mènent. Et là, tout le monde mène cette révolution. Qui ne mène pas la révolution? Je crois que Attali l'a dit l'autre jour. Vous avez, Attali, des idées de génie. Il a dit... les souverainistes sont à la fois islamophobes et antisémites. Très fort, ça, parce que tout y est. Donc, il n'y a que ceux qui veulent continuer à être, qui s'opposent au système. Mais je me suis demandé, en fait, s'ils n'étaient pas en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est vrai que tout le système est très puissant, et vous avez fait la synergie de toutes les forces, médiatiques, politiques, financières, etc. Mais en revanche, quand vous demandez à un Français dans la rue ce qu'il veut être, pas du tout. Lui, il veut continuer à être ce qu'il est. En gros, avec ses défauts, mais il veut continuer à être, tout simplement. Et je pense donc que tout le monde est à la fois antisémite, islamophobe, réactionnaire. En fait, tout le monde veut être français, tout le monde veut continuer à être. Et la solution, me semble, être de faire prendre conscience aux Français qu'ils le sont. Alors, ce qui m'a surpris aussi dans l'ouvrage, c'est que vous mettez dans le même sac tous ceux qui annoncent la fin du monde. Vous annoncez, vous, la fin d'un monde, mais c'est quand même un peu cela aussi. Alors, vous vous en prenez aux marcheurs pour le climat, qui prédisent un cataclysme planétaire. Vous dites, en agitant le fantasme de la fin du monde, on cherche à masquer la réalité de la fin du monde, notre monde français et européen, organisé par la révolution arc-en-ciel. Mais aussi, vous annoncez la fin d'un monde. Oui, sauf que dans un cas, c'est un pur fantasme, parce que, encore une fois, il faut revenir à des notions scientifiques sérieuses. Il n'y a pas le moindre soupçon d'un réchauffement global d'origine humaine. C'est un fantasme. Qu'il utilise assez finement des pollutions réelles, ça c'est autre chose. Le côté anthropique du réchauffement est un fantasme. Tandis que, pendant qu'on parle, qu'on fait de la fumée, qu'on fait beaucoup de bruit,
il y a bien une invasion. Il y a bien... J'ai regardé l'autre jour Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda, que je n'avais jamais vu, et qui est une sorte de street movie de Paris en 1961-62. Eh ben, voilà, je demande aux gens de voir le film et d'aller ensuite dans les mêmes rues. La question ne se pose pas. L'invasion est évidente. Les données démographiques dont on dispose le prouvent. L'iconographie le prouve aussi. Il faut être complètement fou furieux ou menteur comme un arracheur de dents pour nier le grand remplacement. Ça me paraît clair. Mais le grand remplacement est un fait qui est inquiétant. Mais pour moi, il n'est qu'un détail de la révolution. Il y a d'autres grands remplacements. Vous en parliez, révolution morale, révolution des façons de faire, des us aussi. Et on peut dire que tout a toujours changé. Et on pourra dire avec Bainville que tout a toujours très mal marché. Enfin, il y a des moments où c'est particulièrement sensible. Je pense que nous sommes arrivés à une grande faille, une grande rupture. Et il faut prendre ses responsabilités dans ces moments de grande rupture. Il faut dire, ça, c'est acceptable, ça, non. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Moi, je ne dispose pas de la puissance, je ne suis pas à l'Élysée, malheureusement. Mais donc, on peut au moins dire, on revient toujours à cela, il faut dire la vérité à temps et à contre. Quand vous voyez quelque chose, l'objet de ce livre, c'est pas de dire que faire, on n'en est pas encore là. C'est la grande question de Foch. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que nous voyons? Ben, nous voyons ça. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de révolution, parce que je pense que ce n'est pas une évolution naturelle. Et Arc-en-Ciel, on expliquait ça tout à l'heure, et En Marche, parce que vraiment, on a un système en face de nous qui est une espèce de panzer qui avance. Et bon, je ne sais pas comment faire mais avant de prendre une décision d'action, il faut d'abord savoir faire poser un diagnostic. Et je crains que beaucoup de nos amis ne posent pas le bon diagnostic. Alors, on va terminer le diagnostic avec ma dernière question, parce que vous désignez la patrie, finalement, de la révolution Arc-en-Ciel. Vous dites, c'est l'Amérique, on considère l'Amérique du Nord. Et je suis assez tenté de vous dire, c'est pourtant cette Amérique qui a voté et élu son président, Donald Trump. C'est un hétéro blanc de plus de 50 ans, dirait Delphine Ernotte. Ouais. Donc on n'est pas dans la leucophobie, c'est-à-dire la haine du blanc, loin de là. Non, parce que justement, il y a une petite réaction qui semble s'être... Et c'est pour ça qu'il tout n'est pas l'enfer, c'est pas la fin du monde. Il semble avoir eu lieu en Amérique du Nord. Je ne sais pas combien de temps elle durera. Mais l'enfer est près de chez nous, mais nous n'y sommes pas encore. C'est une menace quand même très proche, hein. Une menace très proche et très forte. Mais moi je me suis évidemment réjoui je me suis réjoui de l'élection de Trump, parce que Trump, avec ses airs de va de la gueule, et il est quand même assez malin. Il s'attaque à la Fed, il tire souvent dans le bon sens. Comme ça, il fait beaucoup de bruit, mais ses cibles sont rarement mauvaises. Et ça prouve que quelqu'un qui est entré par effraction dans le système, il a eu beaucoup de chance, il faut bien dire que le petit peuple américain blanc s'est soulevé contre l'État profond. Il a profité de ça, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais on doit évidemment d'abord saluer son effort et peut-être limiter. Quand je vois, il a osé être le diable. Il a réussi ce qu'a failli être Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans. Et puis, Jean-Marie, on sait qu'il ça n'a pas finalement marché, pour X raisons, mais lui a réussi. Et bien, on doit s'en féliciter, bien entendu. Allez, le but de cette révolution est donc de créer un homme nouveau pour un nouveau monde. Peut-on empêcher quand même un peu cet enfer? Est-ce qu'on peut l'empêcher? Parce que certes, vous dites que certains annoncent cette révolution depuis 40 ans, mais ils prêchent, certes, mais comme j'en reviens à ma première question, ils prêchent dans le désert. Alors, vous étiez là... il y a 40 ans, presque. Presque. Vous étiez là en 98. J'avais fait un petit discours à National Hebdo où je notais qu'au bout de 20 ans, la lepénisation des esprits, à l'époque, maintenant on dit la zémorisation, mais c'est la même chose, des esprits étaient réussis. Mais entre le moment où les gens commencent à comprendre et où on fait quelque chose, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et j'avais suggéré à Jean-Marie, à l'époque,
de changer complètement sa manière d'être et de devenir christique, de s'offrir en sacrifice à la contre-révolution. Finalement, c'est pas ça qui a eu lieu, mais je crois qu'il faut comprendre, et c'est un peu la fin du bouquin, que la révolution qui est politique, qui est financière, qui est sociétale et qui est morale, est fondamentalement spirituelle. On a changé la nature spirituelle de l'homme. Et donc, si on veut, à mon avis, faire quelque chose d'efficace, il faut faire une contre-révolution spirituelle, c'est-à-dire faire beaucoup plus confiance à l'esprit. J'avais conseillé à Jean-Marie de se faire christique, ça n'a pas eu lieu. Je parlais tout à l'heure de Saint Jean-Baptiste. Crier dans le désert, à un moment donné, ça peut marcher. Il faut... je pense qu'on va vers des temps très durs, hein, ça fait un certain temps qu'on le dit, mais maintenant ça va avoir lieu. Et il faut peut-être être un peu moins sybarite, je me le dis à moi-même, hein, parce que je suis un sybarite, être un peu moins sybarite que nous le sommes si nous voulons vraiment arrêter l'enfer en marche. En attendant, on va lire La Révolution Arc-en-Ciel, qui, elle, est bel et bien en marche aux éditions d'IE. Voilà, c'est un livre événement, donc, qui est indispensable pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Martin Pelletier. Merci, Martial.